Bon. Bien, merci à tous d'être là ce soir. Alors, on avait une thématique qui était un petit peu les changements du monde. On avait divers axes de réflexion, les BRICS, l'éventualité d'une devise concurrente au dollar. Et puis là, en une semaine, alors là, on est vraiment gâté, puisque la grande partie d'échecs géopolitiques, là, on vient d'un seul coup de faire une sorte de blitz. Là, il y a toutes les pièces qui ont bougé, et je pense qu'on va être amené à parler de la Syrie et des pays qui l'entourent. Avec Frédéric, bien sûr, il y aura un témoignage de ce qu'il a pu capter depuis 15 ans. Et puis je vous laisse également la parole pour peut-être renchérir un petit peu sur ce que je vais évoquer. Je vais faire un rapide survol avant qu'on rentre peut-être de façon plus détaillée. Et je sais que vous êtes un grand spécialiste de la géopolitique. Moi, je suis plutôt un économiste. Voilà. Donc, ce que je vais commencer par vous dire, c'est que l'un des principaux messages adressés par Trump, c'est qu'il est très très vigilant sur l'émergence d'une monnaie concurrente du dollar, même pas comme monnaie de réserve, mais simplement comme monnaie de transaction commerciale. Donc ça a été réitéré. Et puis bon, à Trump, bien sûr, il a déclaré que quiconque rejetterait l'usage du dollar se verrait appliquer des surtaxes de 200%, se verrait boycotter, ce qui va poser rapidement des problèmes, parce qu'en fait, les États-Unis ne produisent quand même pas grand-chose que l'on retrouve partout dans le monde, dans nos armoires, dans nos cuisines et dans nos voitures. Donc, s'il met des surtaxes de 100% sur tout ce dont les États-Unis ont besoin, on va très très vite se retrouver avec des usines américaines qui ne tournent plus et des consommateurs américains qui voient les prix exploser. Je pense que ça ne va pas le faire. Voilà, ça c'est le premier message de Trump. Le second, donc, il continue de laisser transparaître que le conflit va s'arrêter en Ukraine, assez rapidement, semble-t-il, après le 20 janvier. Et c'est probablement là aussi pourquoi tout se précipite en Ukraine. Alors la meilleure preuve que ça se précipite, c'est que sur LCI, ils sont beaucoup moins bavards sur ce qui se passe là-bas. Donc ça veut dire que ça ne se passe pas très bien pour les troupes ukrainiennes. Et chaque jour, on a des témoignages qu'on peut retrouver sur Internet, sur divers sites, un petit peu le déroulé des opérations. Et il semblerait que les troupes russes avancent ou s'emparent chaque jour de plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Alors il reste bien sûr encore quelques Ukrainiens dans la région de Koursk et Kupiansk, mais je pense que d'ici le 20 janvier, il n'en restera plus beaucoup, en tout cas probablement pas de vivants. Je pense que l'arrêt des hostilités en Ukraine, ça fera l'objet de négociations, pas seulement entre le Kremlin et la Maison-Blanche, mais également, bien sûr, avec BlackRock, puisque BlackRock a de nombreux intérêts dans des territoires qui sont occupés actuellement par les troupes russes, y compris jusqu'au Donbass. Donc je pense que c'est peut-être davantage les négociations commerciales que les négociations diplomatiques qui vont peut-être faire perdurer un petit peu les opérations militaires en Ukraine. Parce que le projet de paix, le plan de paix, on va pratiquement reprendre celui qui avait été présenté fin mars 2022, qui était accepté par la partie ukrainienne, avec l'appui de la diplomatie biélorusse,
turque et également israélienne. Voilà, donc c'est les Américains qui ont, comme tout le monde a pu le découvrir ensuite, c'est les Américains via Boris Johnson qui ont fait capoter ce plan de paix et donc 2 ans et demi d'hostilité supplémentaire et donc de chiffres d'affaires copieux pour le complexe militaro-industriel américain. Alors je parlais donc des pièces qui bougent sur l'échiquier. Pour la Russie, la Syrie, évidemment, c'était une pièce importante, puisqu'ils n'ont pas 850 bases à l'étranger comme les Américains. Ils n'en ont qu'une poignée dans le monde, et il y en a 2 en Syrie, donc Tartus et Latakia. Et on sait qu'ils ont évacué pas mal de matériel, pas mal d'hommes, lorsque le front Hayat Tahrir Sham a fait sa marche triomphale vers Damas, mais il semblerait que le Kremlin négocie avec les forces rebelles pour éventuellement se maintenir sur le sol syrien. Et on reviendra après dans le débat sur les autres protagonistes. Je vais vite céder la parole, puisque je pense qu'on va être amené à parler évidemment de la Turquie et d'Erdogan, qui n'avait jamais fait le mystère de vouloir reconstituer au moins en partie l'Empire ottoman. Et donc sur la partie syrienne, une région également cruciale et capitale qui est la vallée de l'Euphrate. Parce que bien sûr, quand on contrôle l'eau, on contrôle beaucoup de choses. Et puis au sud, Israël qui vient de s'emparer du Golan. Donc oui, là aussi, c'est un petit peu une problématique de l'eau. Enfin, c'était surtout avec le mont Hermon, le Belvédère qui permet de dominer pratiquement tout le Liban, toute la région de Damas, et finalement d'interdire totalement les infiltrations du Hezbollah, puisque toutes les routes maintenant sont contrôlées par Israël. Donc le Hezbollah, déjà très affaibli au Liban, là se voit couper l'approvisionnement, toute possibilité de retraite. Et je pense que pour Israël, c'est aussi là une grande victoire. Et d'autant plus grande que là, en plus de ça, ils se sont emparés du Mont Hermon sans combattre. Donc là, c'est vraiment c'est que du bonheur. Bon, après ça, on va discuter de comment ça peut évoluer en Syrie. Est-ce que ça va devenir un autre Irak, une autre Libye mais en fait, ça va nous amener de nouveau à parler aussi des tractations entre la Russie et les États-Unis, parce que, en définitive, on sait que les milices qui ont libéré la Syrie et chassé Hafez el-Assad sont quand même largement contrôlés par les États-Unis. Et la meilleure preuve, c'est que le nouvel homme fort qui a été interviewé donc avant-hier par CNN, qui était donc catalogué comme chef émir d'une mouvance salafiste terroriste. Lui, il avait 10 millions de dollars de primes sur sa tête, et il a toujours sa tête, alors que la plupart des grands chefs, des émirs d'Al-Nosra, de l'EIL, donc d'ISIS, eux, ils sont tous morts. Tous les grands responsables du Hezbollah au Liban ont tous été dégommés en l'espace d'une semaine. Donc celui-là, si on avait estimé vraiment qu'il était très très hostile, je pense qu'il aurait aussi disparu de la surface de la Terre. Voilà, c'était quelques réflexions d'introduction et je cède la parole. Donc, d'abord, merci bien sûr à vous tous d'être présents ici pour terminer ce cycle des conférences et des interviews du dialogue franco-russe. Je suis particulièrement touché d'être ici, dans cette salle, aujourd'hui, parce que dans le cadre d'une invitation à laquelle j'avais répondu du Cercle Aristote, au mois de janvier,
j'avais lancé l'année russe des BRICS et annoncé tout ce qui allait se passer, donc notamment, et Frédéric en parlera plus en détail, le sommet de Kazan qui s'est tenu du 22 et 24 octobre dernier. En ce qui concerne bon, la Syrie, moi je ne suis pas très très calé sur la Syrie, je voudrais quand même annoncer quelque chose. La base navale de Tartous a été évacuée le 4 décembre. Nous sommes le 10. Donc, manifestement, les autorités militaires navales russes savaient que Bachar allait être lâché et qu'il allait être exfiltré dans les heures qui suivaient. Sur la suite de la base de Tartous et de celle de Latakia, c'est-à-dire la base navale pour la Tartous et Latakia pour la base aérienne, il y a des tractations qui sont plutôt en bonne et due forme. Et dans le pire des cas, il y avait un plan B, c'est appelé le plan G comme Guantanamo, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que même au milieu d'un territoire hostile, la Syrie djihadiste, les deux bases russes auraient été d'une extraterritorialité à la manière de Guantanamo à Cuba. Bon, on n'a pas besoin d'en aller là parce que manifestement, il y a une grosse entente entre les autorités provisoires qui se sont déclarées légales jusqu'au mois de mars. Et puis, on va voir ce que les Américains vont faire entre-temps. Mais finalement, bon, ce sont des djihadistes et tout ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein, ce sont des gens qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière que les démocraties. Mais on n'est pas du tout dans la même perspective parce que maintenant, ces gens-là, ils sont plus ou moins soutenus par les Américains, ça a été dit par Philippe, mais ils ne sont pas très appréciés des autres Arabes du coin. Je pense notamment aux Saoudiens. Ceux qui ne sont pas arabes, les Perses, ne les apprécient pas non plus. Et les Turcs, ils s'en servent pour leurs projets, mais ce n'est pas un soutien indéfectible. Et il se trouve que parmi les trois pays que j'ai cités, il y en a deux qui sont dans les BRICS. L'Iran et l'Arabie Saoudite, qui sont rentrés en janvier 2024. On va revenir après sur le sommet plus en détail, mais je voulais quand même préciser que les BRICS, ce n'est pas que les histoires de monnaie, c'est aussi des coopérations militaires, ce sont des coopérations culturelles, ce sont des coopérations... Je dirais même, c'est assez hallucinant parce que le sommet du mois d'octobre, c'était la finalisation d'un an de travail sous présidence russe. Et il y a eu des réunions des BRICS sur la mode, sur les variétés, sur l'art, sous toutes ses formes, danse, musique, etc. Enfin, des choses qui sont passées complètement à côté des Occidentaux qui pensent, malheureusement, Philippe, vous n'êtes pas le seul, Jacques Sapir a fait exactement le même type de remarques sur l'aspect économique. Bon. L'aspect économique, là, je vous rassure, il n'est pas question de créer une monnaie alternative. Il s'agit, comme vous l'avez dit, mais ça avance très vite, de créer un mode de calcul, c'est une compensation annuelle. C'est-à-dire que chacun échange dans sa monnaie locale et à la fin de l'année, on rétablit les comptes une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que ça évite tout un tas de transactions, de frais de change, tout un tas de choses. Et ça, c'est un truc que les Américains ne comprennent pas. Parce que pour eux... Des soldes de target en Europe. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, en ce qui concerne le volet économique, les BRICS copient un peu ce que nous on avait connu, enfin sur certains d'entre nous, le serpent monétaire européen, c'est-à-dire qui était le tube là, dans lequel circulait le serpent monétaire avec des seuils hauts et bas pour ne pas qu'il y ait de trop de différence entre les monnaies intra-européennes. Donc, il n'est pas du tout question d'une monnaie unique. Alors là, c'est même pas un rêve éveillé ou même sous produit interdit. Il n'y a pas de monnaie unique. Chacun garde sa monnaie. Le principe même des BRICS, c'est la souveraineté dans tous les domaines, y compris dans le traitement de la vie quotidienne. Il n'y a pas d'implication, il n'y a pas de charte, il n'y a pas de capital des BRICS, il n'y a pas de président. Enfin, si, le président des BRICS, c'est ce président du pays qui préside pendant un an. Donc là, c'est le Brésil qui prend la présidence le mois prochain. Je dirais, moi, je l'ai dit dans d'autres conférences, c'est que les BRICS, c'est le contraire de l'Union européenne.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte, sauf de s'entendre, et il y a des résultats qui sont convaincants, puisque dans un domaine sensible, Frédéric pourra le confirmer s'il le veut, c'est que juste après le sommet du mois d'octobre, les Chinois et les Indiens ont trouvé un terrain d'accord pour régler un conflit qui datait de 25 ans. Et la semaine suivante, les deux pays ont retiré leurs troupes. C'est-à-dire que c'est pas des paroles, c'est du concret, concretni, hein, comme on entend en Russie tous les jours. Donc, les BRICS, c'est quelque chose qui fonctionne. Ça effraie énormément les Américains lucides, et Donald Trump il est lucide. Les autres, bon, c'est même pas la peine, c'est comme ici. Et donc, c'est pourquoi il est très inquiet de la perte du magistère impératif du dollar dans les transactions étrangères. Et parce que déjà, la Chine, l'Inde, la Russie et d'autres, parce qu'il y a maintenant de nouveaux pays qui sont considérés, qui ne sont pas membres des BRICS, mais qui sont partenaires. C'est un nouvel échelon qui a été créé cette année, travaillent et échangent dans leur monnaie locale. Donc, il n'y a plus de monopole du dollar. On imagine difficilement, et pourtant c'était le cas, que le Nigeria, traitant une affaire avec la Zambie, était obligé de passer par du dollar. Bon, ça c'est comme ça, maintenant c'est fini. Maintenant, ils peuvent, à Dubaï, on ouvre des comptes dans toutes les monnaies du monde et les affaires fonctionnent. Le sud de l'Afrique, la monnaie d'échange, c'est le rand sud-africain. Et petit à petit, on appelle ça la dédollarisation. Il ne s'agit pas de supprimer le dollar, mais il s'agit de s'en servir le moins possible. Non seulement pour ne pas avoir des taux de change qui handicapent, notamment je pense aux pays africains, le développement de ces pays parce qu'ils sont obligés d'acheter une monnaie étrangère qui pèse sur leurs investissements, et aussi pour échapper aux sanctions, au Department of Justice, et enfin toutes ces contraintes que les Américains ont mises sur l'économie mondiale et qui maintenant sont en train de leur mener la vie dure. Une petite rétrospective rapide, ce qu'on peut dire en fait sur cette année finalement, c'est que l'Empire contre-attaque, si je me permets cette expression, on a effectivement avec les BRICS une révolution dans la gouvernance mondiale qui est absolument majeure, qui est en cours, mais on voit bien avec les éléments actuels que tout ça, il y a des éléments contraires et des vents contraires très forts qui sont en train de se mettre en place. Donc pour revenir sur les BRICS, il faut bien comprendre effectivement, et vous l'avez évoqué, ce qu'ils font et ce qu'ils sont en train de créer. Ils ne veulent pas à la base, ils ne s'opposent pas au monde occidental en tant que tel, ils ne s'opposent pas aux outils que présente le monde occidental. Ils disent simplement que ces outils-là doivent être utilisés comme ils sont censés être utilisés. Par exemple, le FMI. Aujourd'hui, le FMI est utilisé, il permet d'écraser les pays auxquels il est censé prêter de l'argent. Et donc les BRICS disent, c'est pas normal, il faut que ces outils-là, ces outils de gouvernance mondiale, qu'il n'y ait pas de double standard, qu'ils soient les mêmes pour tout le monde, en fait. Et donc c'est pour ça qu'ils créent à côté de ça beaucoup d'outils parallèles en fait, mais dans l'absolu, si vous lisez la déclaration des BRICS de fin de sommet, ils ne veulent pas de sortir de toutes ces instances-là. Ils disent simplement aux Occidentaux, écoutez maintenant, arrêtez avec vos doubles standards, soit vous traitez tout le monde de la même manière, soit aujourd'hui on représente 3,5 milliards, 3,8 milliards de personnes dans le monde, vous pouvez pas faire sans nous en fait. Et donc il faut qu'on crée un monde plus juste. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est pour ça qu'on a eu Antonio Guterres, qui était un signe majeur, Antonio Guterres, donc le secrétaire général de l'ONU, qui s'est déplacé aux BRICS, ce qui est un signal majeur que les instances de gouvernement mondial entendent ce qui est en train d'être dit par la Russie et la Chine. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on nous vend, nous évidemment dans nos médias, moi je travaille dans les médias, je vois bien ce qu'ils nous vendent tout le temps, j'imagine que vous le voyez aussi, qui est cette vision de la vie qui serait que les Occidentaux ont la parole divine et que tout le monde doit comprendre ce qu'ils disent, tout le monde doit accepter ce qu'ils disent comme la parole d'évangile. C'est plus le cas aujourd'hui, c'est plus le cas dans le monde. Aujourd'hui, le monde est plus complexe que ça, et l'ONU est en train de l'entendre, et c'est très bien, c'est une bonne chose. Donc là-dessus, on a une évolution, je pense, à mon sens, vraiment majeure, importante. C'est plus qu'une évolution, c'est une révolution vraiment dans la gouvernance mondiale qui est en cours. Mais donc, dans cette évolution-là, il y a des vents contraires, et les vents contraires, on est en train de les sentir vraiment très fort aujourd'hui.
On le voit notamment avec la Turquie. Vous avez évoqué la Turquie qui donc a accédé au statut de partenaire des BRICS, donc qui est censé... la Turquie est toujours un peu un pied entre deux chaises, et qui aujourd'hui, on voit son action en Syrie, et donc qui en Syrie aujourd'hui concrètement s'oppose très frontalement aux intérêts russes notamment, et sert les intérêts concrètement des États-Unis et d'Israël. Donc les choses ne sont pas aussi faciles. Vous avez évoqué aussi l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'a pas encore accepté, elle a été invitée formellement à accéder aux BRICS, mais elle n'a pas encore accepté cette invitation. Donc elle est encore entre deux. Et on connaît bien l'importance de l'Arabie Saoudite, notamment pour le dollar. Le pétrodollar repose notamment sur le fait que les Saoudiens permettent d'acheter leur pétrole uniquement en dollars et réinvestissent dans la dette américaine les bénéfices qu'ils en font. Et donc aujourd'hui, on ne sait pas encore où va se situer l'Arabie Saoudite. Et notamment avec l'élection de Donald Trump, sachant que Mohamed Ben Salman est un proche de Trump, ils ont une relation assez proche, donc on ne sait pas trop où tout ça va nous mener. Et on le voit donc, quand je disais qu'il y avait une révolution globale dans le bon sens qu'amènent les BRICS, les vents contraires qui sont amenés, on les voit et on les ressent aujourd'hui, nous, très concrètement en Europe. Quand vous voyez ce qui se passe en Géorgie, quand vous voyez ce qui se passe en Roumanie, ça fait partie de tout ça, en fait. Et aujourd'hui, si vous avez la Roumanie qui, concrètement, essaie, avec un président qui est un outsider et qui n'est pas fondamentalement anti-européen, ni fondamentalement anti-OTAN, il veut simplement, il est moins fanatique que les autres chez nous, en fait. Et on voit bien que cette candidature-là, qui fait partie donc de cette évolution des relations globales, elle est attaquée frontalement aujourd'hui par l'Empire, donc par l'Union européenne et par Washington d'un autre côté, évidemment. Et potentiellement, on ne sait pas ce qui va advenir de ça. C'est-à-dire que nous avons une élection démocratique qui se tient, qui est en passe d'être annulée sous un prétexte absolument fallacieux. C'est-à-dire qu'on ne fait même plus la peine, on ne prend même plus la peine d'apporter de preuves de ce qu'on avance. Simplement, on décide que parce qu'il a mené campagne sur TikTok, c'est interdit, et parce qu'il a mené une campagne visiblement efficace, c'est interdit et c'est inacceptable. Évidemment, derrière, on comprend bien qu'il y a la base de Constanta en Roumanie, sur la mer Noire, qui est un accès à l'OTAN absolument essentiel, qui est la base de l'OTAN la plus importante en Europe, en Europe occupée évidemment par les forces américaines. Et donc ça, évidemment, ils ne peuvent pas se permettre de laisser passer ça. Donc, on le voit aussi en Géorgie, j'ai évoqué la Géorgie, on l'a vu en Moldavie avec de la même manière l'élection qui est très discutable, mais là par contre tout est bien pour le camp du bien. Donc l'année qui se termine est vraiment complexe. On va voir ce que ça va donner l'an prochain. Vous avez évoqué l'Ukraine. Je pense que ce sera peut-être finalement le seul point positif de l'élection de Donald Trump, en tout cas de façon assez assurée. On a vu que les positions de Donald Trump étaient assez proches de celles aujourd'hui de Moscou sur la façon de régler le conflit. C'est-à-dire que l'Ukraine doit accepter de ne jamais rentrer dans l'OTAN. C'est pas dire dans 20 ans on pourra rediscuter, c'est de ne jamais rentrer dans l'OTAN et de céder des territoires qui aujourd'hui clairement ne leur appartiennent plus. Donc là-dessus, les bases sont posées, on devrait pouvoir arriver à régler ce conflit-là, ce qui sera un bon point, mais évidemment, maintenant, on a tous les autres foyers qui sont en train de s'ouvrir, et notamment, vous l'avez évoqué, je pense que ce sera un des points absolument majeurs de la présidence Trump, sur le dollar, parce que Donald Trump l'a dit et l'a répété, perdre le dollar pour lui, c'est pire que perdre une guerre. Donc il va se battre pour garder le dollar. Maintenant, on sait la puissance de chantage et de menaces que peuvent mener les Américains. On peut avoir un peu d'espoir que Donald Trump soit moins impérialiste que les autres. On verra ce que ça donne. Ça va être quelque chose à suivre avec attention. Voilà, la rhétorique de Donald Trump n'est pas celle du dirigeant d'un pays sûr de lui, sûr de son avenir, puisqu'effectivement, on a d'abord un déferlement de menaces et également de promesses intenables. Donc ça, par rapport à l'Amérique de l'an 2000, il y a quand même quelque chose qui a bougé. En l'an 2000, on n'imaginait pas un instant, par exemple, que des pays se dédollariseraient. Voilà. Et à l'époque, le dollar n'était pas, comme on dit, militarisé ni judiciarisé.
Alors, militarisé parce qu'en fait, la Fed et le département, le DOJ, le Department of Justice, supervisent l'usage qui est fait du dollar par tous les pays et tous les acteurs dans le monde. Ce qui leur permet donc d'interdire justement l'usage du dollar à l'Iran, la Corée, tout ce qui est qualifié de pays voyous. Moi, ce que je pressens, c'est que la Chine est incontestablement le leader émergent et que dans l'histoire des 3 siècles écoulés, le pays dominant sur le plan économique et dominant sur le plan maritime, les plus grands empires ont été des empires maritimes. La Chine est en train vraiment de se positionner. Elle est en train d'assurer sa maîtrise complète de la mer de Chine, avec un tonnage de véhicules, de vaisseaux militaires. Ils en ont produit pratiquement autant que les États-Unis et tout l'OTAN réunis. Donc on sait que là, ils sont en train de sécuriser leur mer intérieure. Probablement, ils doivent viser aussi à sécuriser les détroits par lesquels les porte-conteneurs et les pétroliers qui amènent le pétrole. Donc tout ça, ça circule. Et pour les Chinois, c'est un enjeu majeur. Parce qu'en fait, leur crainte, c'est que s'ils n'ont pas la maîtrise des mers, les États-Unis, du jour au lendemain, pourraient bloquer les détroits, notamment Malacca, et rendre les approvisionnements de la Chine insécures et ses exportations également compliquées. Voilà, donc il y a des enjeux comme cela. Mais à partir du moment où la Chine a les moyens d'assurer sa sécurité maritime et le premier acteur économique au monde, forcément, les transactions, elles ont vocation à se faire. Alors, je ne sais pas si ça sera en yuan ou autre chose, mais en tout cas, on va dire que le barycentre économique de la planète a naturellement basculé depuis assez longtemps maintenant vers la Chine. Donc, la Chine n'a pas du tout la même rhétorique que Trump. Jamais de menaces, de menaces un peu brutales. C'est toujours des menaces un peu voilées, mais il n'y a pas ce genre de rhétorique un petit peu polémique. Et il y a effectivement cette volonté d'instaurer des rapports coopératifs avec les pays amenés à rejoindre soit les routes de la soie, soit à intégrer les BRICS. Donc là, on est sur 2 logiques tout à fait différentes. Je n'ai pas, à ma connaissance, vu les Chinois déclencher de conflits dans des zones dont ils espéraient prendre le contrôle. Ils prennent le contrôle des pays qui les intéressent par la dette. Voilà. Ces pays-là acceptent l'argent chinois pour créer des autoroutes, des aéroports, des ports, tout ce que vous voulez, développer des mines. Et puis quand ils peuvent plus payer, à ce moment-là, ils remboursent la Chine avec des matières premières. Et c'est la Chine, bien sûr, qui a la main sur eux. On le sait bien, il y a 2 façons d'envahir un pays, soit avec des chars, soit avec des intérêts de la dette. Voilà. Donc la Chine a choisi cette 2e solution. Alors, la Chine a des problématiques d'approvisionnement énergétique. Elle n'est évidemment pas autosuffisante. Donc, l'essentiel du gaz et du pétrole, ça vient des États-Unis. Et puis, il y a aussi une partie du gaz et du pétrole qui vient d'Iran. Et là, l'Iran est un pays qui, en l'espace de quelques mois, je vous parlais de cet échiquier mondial, l'Iran semblait avoir des pièces bien installées, des tours, des cavaliers, tout ça. Et puis là, d'un seul coup, toutes les pièces ont été plus ou moins éliminées cet automne, les pièces du Hezbollah, par exemple. Il ne reste plus que quelques pions et qui ont pratiquement plus d'armes. Et l'Iran est un pays, franchement, dont la position est très, très affaiblie. Il leur reste encore leur influence un petit peu en Irak,
En Syrie, c'est quasiment terminé. Toutes les milices qui viennent d'arriver à Damas sont sunnites. Alors certaines sont financées par l'Arabie Saoudite, certaines par le Qatar, et puis au nord, il y a la Turquie. Voilà. Donc il y a des échanges, bien sûr, entre la Turquie et l'Iran, hein. Je sais que c'est la Turquie qui fournit, par exemple, les camions qu'on voit sur les routes iraniennes. Mais l'Iran n'a pratiquement plus d'alliés dans la région. Bon, la Syrie était complètement dépendante de l'efficacité des troupes envoyées par l'Iran pour protéger Bachar el-Assad. Le Hezbollah ayant été complètement affaibli, vous avez vu que le régime de Bachar est tombé dans la semaine qui a suivi. Et je vous rappelle la coïncidence, hein. Israël signe un cessez-le-feu au Liban. L'offensive en Syrie démarre le lendemain même. Le lendemain même. Et à part 2 ou 3 escarmouches, il n'y a eu quasiment aucune résistance, ni des troupes loyalistes de Bachar. Tu me dirais, payer $30 par mois, ils n'avaient pas trop envie de se faire trouer la paillasse. Et puis, oui, le Hezbollah n'est plus une force. Alors, que va-t-il advenir de l'Iran, qui reste quand même un des fournisseurs importants de la Chine? Et puis, tout ce que vous voyez dans les boutiques et dans les souks en Iran, ça vient de Chine, hein. Voilà. Donc, c'est quand même un pays, c'est 90 millions de clients, hein, l'Iran. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, je ne sais pas ce qui va devenir de l'Iran. Il a été question de la Turquie. La Turquie, donc, est dans le sas d'entrée des BRICS. Ils appartiennent à l'OTAN. J'avoue que là, il y a un curieux mélange des genres. Il va falloir qu'à un moment, Erdogan y choisisse. Mais est-ce que les Américains vont lui laisser, par exemple, s'emparer d'une partie de la Syrie, celle qui les intéresse, moyennant quoi ils décideront de rester dans l'OTAN et de s'éloigner un petit peu des BRICS? Parce que manifestement, les intérêts de la Turquie et de l'Iran en Syrie, ils n'ont jamais été concordants, hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, il y a plein de scénarios, mais il y a le scénario, hein, d'une Syrie qui éclate. C'est un pays complètement artificiel, hein. La Syrie, elle existe depuis un tout petit peu plus d'un siècle, avec des communautés différentes, des communautés confessionnelles différentes, hein. Il y a tout, des Druzes, des Yézidis, des Alaouites. Bon, c'est une espèce de mosaïque. Et ce pays a jamais été un pays unifié, ça n'a jamais fait nation. Donc le jour où la Syrie se retrouve, on va dire, éparpillée façon puzzle, qui ça va vraiment déranger? L'Arabie Saoudite, elle est bien contente d'être débarrassée d'un laïc au pouvoir. L'Arabie Saoudite, ça a toujours été un des adversaires irréductibles de Bachar el-Assad. Et l'autre adversaire qu'avait Bachar, c'était le Qatar. Et là, je vous parlais donc de ces problématiques d'approvisionnement énergétique. D'où est venue la guerre en Syrie? 2011, le Qatar propose à Bachar el-Assad de faire passer un gazoduc à travers l'Irak, la Syrie, et qui débouche sur la Méditerranée. Voilà. Et la Turquie, elle, avec le Qatar, elle a un projet concurrent qui est de faire partir évidemment le gaz et le faire aboutir en Turquie, toujours à travers la Syrie. Sauf que là, Bachar, il voit une chose, c'est que si ce projet-là aboutit, ça veut dire qu'en fait, il se coupe complètement de l'Iran. Parce que l'Iran, elle exploite exactement le même gisement, qui ne porte pas tout à fait le même nom, mais le gisement gazier, c'est le même. Donc, soit
l'Iran passe son gazoduc par la Syrie parce que c'est un axe Téhéran-Damas, soit c'est le Qatar, et là c'est l'axe Doha-Ankara, et comme Bachar, par fidélité ou intérêt diplomatique avec l'Iran, il a refusé. Et les révoltes ont commencé à peu près partout en Syrie, à peu près au même moment. Et bon, les premières révoltes financées par le Qatar, probablement. Ensuite, l'Arabie Saoudite s'en est mêlée, puisque toutes les milices sunnites, elles étaient financées par l'Arabie. Et aujourd'hui, une fois Bachar disparu, je pense qu'une des clés de ce qui va se passer en Syrie, c'est est-ce que le Qatar et la Turquie, qui sont reliés évidemment par leur proximité, c'est pas philosophique, mais enfin c'est les frères musulmans hein, au Qatar et en Turquie. Donc est-ce que la Syrie devient en fait un espace largement contrôlé par la Turquie pour servir les intérêts du Qatar et avec finalement la bénédiction des États-Unis. On peut voir ça comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour moi un des grands enjeux. Et une nouvelle fois, ça nous rappelle que les guerres sont des guerres énergétiques. Et qu'est-ce qui a coulé définitivement Bachar ces 10 dernières années, finalement, parce qu'il a obtenu un répit hein, avec le soutien russe. Mais qu'est-ce qui a coulé le régime de Bachar? C'est que les gisements pétroliers du Kurdistan syrien, c'est les Américains qui l'exploitent. Illégalement. C'est tout à fait illégalement. La compagnie, elle s'appelle Crescent Energy. Elle est protégée par 1 millier de soldats américains, plus, j'imagine, autant de mercenaires. Personne, bien sûr, ne vient s'y frotter. Et le pétrole du Kurdistan, c'était 23% du PIB syrien. 23%. Et tout ça confisqué par les États-Unis. Donc Bachar el-Assad, il n'avait aucun moyen de remettre son pays sur pied après les guerres et les destructions qui ont eu lieu, notamment donc, dans l'est du pays, hein, région Idlib, Alep, etc. Il n'avait aucun moyen de reconstruire son pays. Et là, on s'est aperçu qu'il n'avait pas non plus les moyens de payer ses soldats. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas battus. Hein. Voilà. Donc l'avenir, bah, ça va être quid de la Syrie, quid de l'influence de la Turquie, le Qatar, et bien sûr bah, maintenant Israël qui a sécurisé donc le Golan, qui contrôle la plaine de Damas. Donc il n'y a pratiquement plus aucun risque avec le Hezbollah. Est-ce qu'Israël va vouloir aller plus loin? Et est-ce que ce plus loin, ça ne va pas rentrer un peu en conflit avec les intérêts de l'Arabie Saoudite? Enfin, voilà, il y a plein de scénarios. Donc j'arrive en fait avec beaucoup plus de questions que je n'ai de réponses. Par contre, ce que je vois, c'est la continuité. C'est que les guerres sont des guerres pour l'énergie. Donc le gazoduc qataro-turc, qui vient en fait concurrencer les intérêts russes, parce qu'il y a un gazoduc qui passe par la mer Noire et qui arrive au niveau du Bosphore. Et donc là, si on a ce gazoduc venant du golfe Persique, du gisement South Pars, les Russes, ils vont faire un peu la tête, parce que, bon, ils vont perdre du débouché. Et puis bah, l'Europe, je ne sais pas s'ils vont réussir à faire rouvrir le robinet d'un des deux Nord Stream qui fonctionne encore. Mais là, d'ici 4-5 ans, l'Europe pourrait ne plus avoir besoin du gaz russe, si ça vient bien du Qatar. Et il y a des réserves probablement suffisantes pour nos besoins. Si vous le permettez, moi je vais repartir sur 2 sujets qui ont été abordés par Philippe. La Chine, parce que j'ai fait l'interview d'une dame qui est une démographe et qui m'a appris quelque chose dont on ne parle pratiquement jamais ici, et qui explique un petit peu cet empressement de la Chine à se positionner partout, dans tout le reste du monde, c'est qu'ils ont un déficit de démographie. C'est-à-dire que c'est le résultat de la politique de l'enfant unique des années 70,
Et le vieillissement de la population fait que la pyramide des âges chinoise, elle me l'a montré, c'est un entonnoir. C'est-à-dire que d'ici 30 ans, ils auront même plus déjà le renouvellement des générations. Donc pour l'instant, la Chine apparaît comme un monstre démographique insurmontable, mais en vérité, ils sont très très ennuyés parce que justement, il n'y a pas de renouvellement des générations. C'est un peu le cas du Japon, bon, beaucoup plus important bien sûr. Et c'est pourquoi ils veulent absolument sécuriser à la fois leur approvisionnement en ressources alimentaires, en l'occurrence, énergétiques, et se positionner sur des marchés, et notamment en Afrique, pour pouvoir avoir la sécurisation de l'évolution de leur propre population. Alors, Philippe a parlé de la manière dont les Chinois mettaient le grappin sur des pays. Ben, on a un exemple qui est flagrant, c'est celui de l'Éthiopie, qui est complètement, par ce phénomène des pré-bails qui ne peuvent pas rembourser, maintenant est complètement contrôlé, l'économie éthiopienne est contrôlée par la Chine. C'est-à-dire que l'Éthiopie est un territoire chinois. Et alors l'Éthiopie qui vient de rentrer dans les BRICS en 2024. Hein. Donc vous voyez, c'est encore, il y a encore les pays BRICS, c'est pas tous, c'est pas un ensemble unique avec que des gens qui s'aiment et qui travaillent ensemble en riant et en dansant. Donc, il y a encore des sujets de tension possibles, mais ce phénomène BRICS permet justement de les atténuer. Ce qui a été dit au tout début de cet exposé, c'est que c'est le rôle des institutions internationales, de l'ONU et des institutions de Bretton Woods. Qu'est-ce qui a créé ce sentiment de rapprochement des pays fondateurs, Russie, Inde, Chine, auxquels sont venus, enfin au début c'est le Brésil, hein, mais Russie, Inde, Chine, après l'Afrique du Sud est rentrée plus tard en 2011 dans les BRICS, c'est que ces pays disaient aux Occidentaux, parce qu'il faut bien dire que toutes ces institutions-là sont américano-européennes, on voudrait, par rapport à ce que nous représentons aujourd'hui, on voudrait plus représenter dans ces institutions, c'est-à-dire la Banque mondiale, le FMI, l'OMC, l'Organisation mondiale de la santé, etc., etc. Refus catégorique des Occidentaux. Mais catégorique, c'est allez vous faire voir, carrément. C'est nous qui décidons, taisez-vous, et payez. Donc, qu'est-ce qui s'est-il passé? C'est que ces pays se sont dit, bah, finalement, puisqu'ils ne veulent pas de nous, bah, on va essayer de s'arranger entre nous. Et puis, donc, c'est pas, les BRICS ne sont pas un contre-ONU ou une contre-Banque mondiale. Pas du tout. Ils ont voulu, et d'ailleurs, il est toujours rappelé que les pays BRICS collaborent avec ces institutions, mais ne veulent plus être sous la tutelle de celles-ci, et surtout pas du magistère américain. Alors, bon, donc, pour les BRICS, bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'était un ensemble de choses. Il y a aussi des valeurs fondamentales, valeurs de famille, par exemple. Ce qui rapproche des pays africains, de pays asiatiques et de pays latino-américains. C'est-à-dire que il a été dit, Frédéric, tu le diras bien sûr, que dans tous ces pays-là, il n'y a pas de LGTB, il n'y a pas de gay pride, il n'y a pas ce genre de truc. Ça, c'est pour les Occidentaux. D'ailleurs, c'est le sujet de moquerie quotidienne dans de nombreux pays, la Russie en particulier. Ça c'est pas nouveau. Donc, il y a aussi des valeurs fondamentales que les Occidentaux ont oubliées, ont considérées comme négligeables. Ben, pas pour eux. C'est-à-dire qu'en Arabie Saoudite, il n'est pas question d'avoir un gay pride. Non, ça, c'est pas possible. En Iran, encore moins. Bon, donc, oui, les Occidentaux sont passés complètement à côté de ce genre de trucs. Et maintenant, ils découvrent qu'il y a un bloc de pays qui sont complètement disparates. Parce qu'au début, qu'est-ce que j'ai pas entendu? Moi, les BRICS abrax, etc. Enfin, comme toujours. Hein. J'en ai autant entendu sur le Tatarstan, comment ça se mange et compagnie. Donc, ça, c'est l'arrogance occidentale et française en particulier, qui est détestable et qui est rejetée partout. Et ce qui se passe en Afrique, c'est tout à fait compréhensible. La France est rejetée parce que la France, c'est un pays arrogant, prétentieux, qui se croit encore en 1950. Et nous avons des diplomates calamiteux dans tous ces pays qui continuent à servir une soupe qui est complètement désuète.
Hein. Pour eux, les Africains, ben, c'est le gars qui porte la valise pour aller l'amener dans la chambre d'hôtel. Mais on croit rêver. Et pourtant, même des jeunes, types de 30 ans, qui réagissent comme ça, c'est complètement hallucinant. Puis après, ils disent, oh, comment ça se fait? Bon, alors, autre chose, là, dans le cadre de la Russie en Afrique, hein, parce que c'est un sujet de discussion ici, parce que comme la France se fait jeter pratiquement d'un pays par mois de l'Afrique, c'est que, moi, c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux Africains, je dis, mais attendez, la Russie ne vient pas pour vous piller, parce que vos ressources, on les a à la maison. On va pas vous piquer vos diamants, on en a plus. On va pas vous piquer votre pétrole, on en a encore plus. On va pas vous piquer du blé, puisque c'est nous qui vous en donnons. Donc, pour les Africains, la relation avec la Russie est intéressante, alors que la relation avec la Chine, je vais y revenir, c'est complètement différent, parce que les Chinois ont besoin d'espace pour pouvoir faire de la culture, pour pouvoir alimenter leur population. Il y a eu un scandale il y a quelques années en Australie, parce qu'ils achetaient des terres exprès, et puis tout partait en Chine. Et il y a eu le même cas au Mali, avec l'exploitation du riz, quand ils ont repris la concession, toute la production de riz partait en Chine. Et la population locale est obligée d'en acheter. Acheter à l'Inde. Alors, c'est assez comique quand même. Hein. Bon, voilà. Donc, alors je vais terminer, parce que je vais laisser la parole à Frédéric. La Turquie. Alors la Turquie, bon, moi je vois ça avec un œil très intéressé, parce que le Tatarstan, Kazan, c'est la langue parlée là-bas, c'est une langue turque, une langue turcique. Et Erdogan, c'est pas l'ancien empire ottoman qui veut reconstituer. Ils s'en foutent de l'Algérie, de l'Égypte et tout ça. C'est la zone turcophone. Et voilà. Et donc là, ça devient plus ennuyeux, parce que c'est les pays qui sont concernés, c'est l'Azerbaïdjan, c'est l'Ouzbékistan, c'est le Kazakhstan. Et aussi, au sein de la République de la Fédération de Russie, des pays comme le Tatarstan, le Bashkortostan, la Tchétchénie, compagnie, qui sont des pays, enfin des régions où on parle une langue turcique. Et il y a eu des tentatives de déstabilisation de la part des Turcs, bien sûr posées par Erdogan, et qui ont été vite calmées. Heureusement que Poutine est là, finalement. Hein. Enfin, moi, je ne le dis pas finalement, je le dis tous les jours. Mais heureusement qu'il est là, parce que c'est un modérateur. Modérateur sur l'affaire ukrainienne, ça, je vais vous laisser en parler. Modérateur sur les tensions, sur l'islamisation, parce qu'au Kazakhstan ouest, c'est-à-dire la partie la plus proche de l'Europe, on commence à voir de plus en plus de tchadors, de barbes, etc., etc. C'est pas trop comment dirais-je, la volonté des Russes de voir se développer ce genre de choses, parce qu'avec 26 millions de Russes musulmans, si c'est pour avoir des djihadistes à l'intérieur du pays, c'est pas vraiment recherché. Hein. Bon, pour l'instant, de toute façon, tous ceux qui auraient des idées comme ça, ils sont vite calmés par la population locale elle-même. Donc on n'a pas ce danger. Et les Russes musulmans sont Russes d'abord, musulmans après. Surtout quand il s'agit de boire de l'eau minérale locale, qui est halal. Hein. Comme tout le monde le sait, la vodka est halal au Tatarstan. Donc voilà. La dernière chose que je voudrais dire sur la Turquie, c'est à propos de l'OTAN, c'est que l'OTAN s'assoit sur ses propres règlements. C'est-à-dire qu'il y a un cas qui n'est pas loin de chez nous, c'est Chypre, dont un tiers du territoire est occupé par les Turcs, qui sont membres de l'OTAN, et l'autre partie, la République de Chypre, est également membre de l'OTAN. Mais ça gêne personne, et membre de l'Europe en plus. Hein. Il y a un pays occupé pour un tiers par un autre pays, non, pas grave, vous rentrez dans l'Union européenne, on a fait comme si on n'avait pas vu. Bon, ça fait partie des choses que non seulement les Occidentaux ont oubliées, mais que les autres savent. C'est-à-dire qu'ils se rendent bien compte que tout n'est que faux et mensonge. Et que lorsque les intérêts des Occidentaux sont en jeu, on est prêt à s'asseoir sur tous les règlements, sur tous les contrats, les alliances et tout ça. Bon, ceux qui ont connu ça avant, c'était les Indiens d'Amérique. Hein, tous les traités de paix, bon, on a vu comment ça s'est terminé. Bon, voilà, je ne veux pas monopoliser. Frédéric? Non, mais on peut dire effectivement que c'est un peu l'empire du mensonge qui a explosé. Ce que vous disiez tous les deux, c'est très vrai. C'est-à-dire que Julian Assange disait, sur les 50 dernières années, toutes les guerres ont été le résultat des mensonges des médias.
Aujourd'hui, vous avez évoqué la Syrie, vous parlez du gazoduc, effectivement, Qatar-Turquie. Si vous lisez la presse, personne ne va en parler en fait. Personne ne va vous dire que c'est une des causes profondes de ces conflits. Et c'est pareil sur tous les conflits. Et ça, c'est quelque chose qui n'est plus acceptable aujourd'hui dans le monde que sont en train de créer les BRICS demain, qui effectivement sont pleins d'intérêts divergents, où c'est pas, la vie n'est pas rose, comme vous disiez parfaitement, mais où on comprend ces intérêts divergents et on n'avance pas avec une espèce de doxa qui est de dire non, nous voilà, on a la vérité, on est le camp du bien, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est la démocratie, blablabla. Et donc on comprend les intérêts de chacun et on essaie d'avancer. Et je pense que c'est comme ça que vont se créer les relations géopolitiques de demain. La gouvernance mondiale de demain, ce modèle-là est, à mon avis, vraiment très, très porteur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays qui veulent rejoindre les BRICS. Et c'est ce modèle-là donc qui explose aujourd'hui en Europe. Aujourd'hui, alors qui explose, oui et non, parce qu'on est encore sous le coup de la propagande, notamment sur la question ukrainienne. Évidemment, si vous ouvrez un journal ou si vous allumez la télé, vous allez pas avoir, on va pas vous donner les raisons profondes de ce conflit-là. Encore une fois, vous parliez de l'énergie. Effectivement, on a un gazoduc qui a quand même explosé chez nous, on a Nord Stream qui a explosé, ça ne dérange absolument personne. C'est-à-dire que personne n'en parle. Il faut se poser la question pourquoi. On sait très bien que c'est pas la Russie qui l'a fait sauter, qui l'a fait sauter et pourquoi. Et pourquoi on ne parle pas de ça en fait. C'est ces questions-là qu'il faut. Enfin, moi, c'est pour ça que je fais ce travail en fait. C'est pour les amener parce qu'il faut qu'on nourrisse notre réflexion collective pour qu'on comprenne mieux les enjeux de ce qui est en train de se passer. Parce qu'au final, c'est nous qui payons les pots cassés. C'est toujours nous qui payons les pots cassés de tout ça. Donc c'est voilà, c'est très important et je pense qu'on avance vraiment beaucoup là-dessus quand même. Si je peux rajouter quelque chose à propos des conflits dus à la voracité des Américains en matière d'énergie, j'ajouterais l'assassinat de M. Christophe de Margerie, qui rentrait de Moscou avec le contrat de Stockman que Poutine avait retiré à Exxon. Le Stockman, c'est un gisement dans la mer Blanche, dans le nord de la Russie, très productif. Il avait ça, et il y a eu un accident à l'aéroport de Vnukovo. De la neige en Russie, qui l'eût cru? Donc, ils sont prêts à tout. C'est-à-dire que dès que les intérêts énergétiques sont menacés, n'importe quoi. On renverse un gouvernement, on tue un capitaine d'industrie, parce que d'ailleurs, M. de Margerie était tellement apprécié des Russes et de Vladimir Poutine en question, c'est qu'il y a un des deux bateaux qui transportent le GPL qui s'appelle le Christophe de Margerie. C'est-à-dire qu'un bateau russe qui porte le nom d'un capitaine d'industrie français. Total, d'ailleurs, ne veut pas se retirer de ses investissements avec Novatec parce que ça se compte en milliards et si Renault est parti, Auchan est en train, enfin le groupe Muliez est en train de faire la même chose, qui est une erreur fondamentale. À Kazan, il y a quand même trois Décathlon. Donc et le Roi Merlin et puis Saint-Maclou, enfin tout ça, ce sont des marques auxquelles les Russes étaient très habitués. C'est pas quelque chose de bon duel. Ce sont des marques françaises qui étaient très appréciées. Ces sociétés-là se retirent. Tant pis, il y en a d'autres qui arrivent. Des Turcs, des Chinois, des Coréens, des Sud-Coréens, mais qui font faire par les Nord-Coréens. Faut le faire aussi, ça. Et donc voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur la Chine, sur la Turquie. Je vous laisse continuer si vous le voulez bien. Je reparlerai un petit peu plus du fait enfin, si vous le permettez, je le fais maintenant. C'est que le sommet des BRICS s'est déroulé à Kazan. C'est pas du tout le fait du hasard. Kazan, c'est la capitale du Tatarstan, on l'a dit, mais c'est également la capitale de la Russie musulmane. Alors, au moment où sont intégrés en tant que membres, je ne parle pas des partenaires, c'est un nouveau concept qui a été développé à cette occasion, mais des membres qui sont les Émirats, la Saoudi Arabia, l'Égypte, qui sont quand même des gros morceaux musulmans, notamment en population et en puissance financière, je pense notamment aux Émirats, de se retrouver à Kazan, où il y a d'un côté de la rue l'église, de l'autre côté, en face, il y a la mosquée Koul Sharif, ils se sont retrouvés dans une atmosphère qui était favorable. Et comme
Vladimir Poutine utilise, c'est le seul dirigeant russe qui a intégré dans sa diplomatie, dans sa géopolitique, la dimension musulmane de la Russie. Les 26 millions de musulmans, alors c'est pas tous les mêmes, hein, faut pas croire, les Tchétchènes, ils ont rien à voir avec les Tatars de la Volga. Les Tatars de la Volga sont encore une branche différente des Tatars de Crimée, etc. Bon, ça, j'ai fait des colloques complets là-dessus, hein, donc je vais pas vous saouler avec ça. Mais je veux dire par là, c'est que la dimension musulmane, et d'ailleurs le président du Tatarstan a un rôle de diplomatie pas parallèle, mais complémentaire à celle de la fédération. C'est-à-dire qu'il est le représentant du président Poutine pour les pays musulmans. Parce que ça facilite. Boire le thé assis par terre sur un tapis, c'est pas la même chose que dans des grands fauteuils. Donc, c'est quelque chose de nouveau qui les Occidentaux passent complètement à côté de tout ça. Parce que pour eux, ils considèrent que tous les musulmans russes sont des Tchétchènes et qui veulent tous l'indépendance. Alors ça, c'est un truc complètement démentiel. Bon, donc, Kazan, le sommet des BRICS, Frédéric. Oui, je sais pas trop quoi rajouter là-dessus, à moins qu'il y ait des questions, parce que voilà, moi j'ai dit ce que j'en pensais. C'est un sommet qui est fondateur, qui vraiment change profondément la gouvernance mondiale. Mais qui fait face à beaucoup de challenges, des challenges internes et des challenges externes. Les challenges internes, c'est effectivement ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ce sont des pays qui ont des intérêts qui ne sont pas forcément toujours convergents, qui sont parfois franchement divergents, mais qui arrivent à travailler ensemble pour les dépasser. Et des challenges externes qui sont évidemment aujourd'hui les États-Unis de Donald Trump, qui s'opposent frontalement à cette construction-là. Il l'a dit sur le dollar. L'opposition jusqu'à présent finalement de l'Empire, alors on va dire donc des Européens, des Macron et des Biden, était moins frontal parce que finalement, il saisissait moins ce qui se passait. Je ne sais pas s'il le saisissait pas vraiment ou s'il faisait semblant de ne pas le voir. Mais finalement, il y avait on prenait moins conscience de ça. C'est pour ça que ce sommet a été pas du tout traité comme il aurait dû l'être en France. Où, je vous rappelle que voilà, vous avez quand même, encore une fois, pratiquement la moitié les dirigeants de la moitié de la population mondiale qui se regroupent à un endroit et qui discutent, qui essaient d'avancer pour faire progresser toutes ces instances de gouvernance mondiale. Et on n'en parle pratiquement pas en France, en fait. Ça ne nous intéresse pas. Alors que, malgré tout, je vous rappelle quand même que Macron avait essayé de venir, c'était l'an dernier, il me semble. Il y a 2 ans peut-être. Et où il s'était fait envoyer balader par Zakharova, qui lui avait dit, écoutez, attendez, voilà, nous, on veut bien discuter avec tout le monde, évidemment. La preuve en est, ils sont capables d'intégrer la Turquie, qui est membre de l'OTAN, dans ce groupe-là. Mais à partir du moment où on discute tous sur un pied d'égalité et où vous arrêtez de raconter complètement n'importe quoi, et notamment, évidemment, sur la question ukrainienne. Donc, il faut que les dirigeants européens, et notamment français, moi je suis français et je veux que mon pays s'intègre dans ce monde-là qui est en train de se construire. Cette construction-là, si vous voulez, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'elle est là aujourd'hui, ça fait maintenant 20 ans qu'ils y travaillent, et donc c'est un travail de fond, de structurant qu'ils sont en train de faire. Et donc ça va pas, on peut pas l'ignorer et continuer à l'ignorer comme ça, faire comme si ça n'existait pas. Ça existe, c'est là. Il faut qu'on inscrive notre pays dans ce monde qui existe là. Et on va pas s'opposer frontalement à la moitié du monde. Enfin, on va pas faire la guerre à la moitié du monde. Enfin, à un moment donné, il faut remettre les pieds sur terre, revenir dans le réel et faire de la diplomatie. Aujourd'hui, on fait plus du tout de diplomatie dans notre pays. Et le pire, c'est que c'est même pas pour défendre nos propres intérêts. C'est-à-dire qu'on est le chien de garde, le petit vassal des États-Unis. On va aboyer pour rien. On va se réjouir, par exemple, de la chute de Bachar al-Assad. Très bien, soit. Qu'est-ce qui gagne la France dans la chute de Bachar al-Assad? La France était un allié historique de la Syrie. Aujourd'hui, quels intérêts... on a un allié historique. Enfin, moi, j'ai ma famille qui vivait en Syrie. Qu'est-ce qu'on gagne dans cette histoire alors qu'on voit très bien ce que gagnent les Américains, on voit très bien ce que gagnent les Turcs, on voit très bien ce que gagnent les Qataris, on voit très bien ce que gagnent les Israéliens, évidemment. Pourquoi Macron est ravi qu'on ait un mec qui est commandant de Daesh, qui aujourd'hui, c'est le patron de Daesh, qui, je vous rappelle, nous a quand même tué 300 personnes au Bataclan, hein, et qui est aujourd'hui le président de la Syrie. Enfin, ça n'a aucun sens. Et tout ça, tout en
évidemment, continuons de dire, mais attendez, nous, on est le pays des Lumières, et on défend la démocratie, et on défend blablabla. Mais les droits de l'homme, on est absolument ridicule. Et le monde nous voit comme étant ridicules. Parce que quand vous parlez de l'Afrique, mais tout à fait. C'est pour ça qu'on se fait dégager d'Afrique de partout, parce que, on essaie effectivement de se comporter comme il y a encore 100 ans, on était une puissance majeure dans le monde. Aujourd'hui, on ne représente plus rien. On a un gouvernement qui s'effondre tous les 3 mois, qui lui-même ne représente plus rien. Et on vient donner des leçons à tout le monde et on vient espérer de faire s'effondrer la Russie, etc. Enfin, il faut remettre les pieds sur terre, là, un peu, parce que ça va être terrible pour nous, sinon. Hein. On s'est ridiculisé à plein de niveaux, en fait, depuis l'ère Sarkozy. Bon, déjà, la France, en rentrant dans l'OTAN, elle cessait d'avoir une voix indépendante. Ah oui. Ça, c'est quand même quelque chose de fondateur. À partir du moment où on réintègre le commandement de l'OTAN. Il faut être très précis, parce qu'on ne l'avait jamais vraiment quitté, mais on ne recevait pas des ordres de Washington, hein, ni du centre de commandement de l'OTAN aux Pays-Bas. Donc, on s'est ridiculisé à plusieurs reprises. On a quasiment perdu l'Afrique en 12 ans, entre l'ère Sarkozy et le dernier voyage catastrophique de Jean-Noël Barrot. Vous savez, qu'il s'est fait poutrer son téléphone. Donc on voulait savoir qui avait fait le coup. Donc comme lui, il le sait, il a dit non, vous n'allez pas chercher mon téléphone, on risquerait d'entendre des noms qu'on ne veut pas entendre. Voilà. Donc, et puis avant lui, on avait eu Séjourné, c'est pour dire. Alors, on avait Séjourné qui était le ministre étranger aux affaires, et ensuite on a Jean-Noël Barrot qui expose nos affaires aux étrangers. Donc, on est quand même pas aidé. Et Jean-Noël Barrot, il a réussi quand même en un seul voyage, hein, qui passe par le Sénégal, le Tchad, il a réussi à se faire virer à peine la porte de l'avion était refermé, que le président du Sénégal a dit les accords militaires franco-sénégalais, c'est terminé. Il débarque au Tchad. Il a certainement dit, vous avez eu un peu le Sénégal, hein, j'ai su leur parler. Hein. Très bien. Eh ben, même motif, même punition. Et la France se fait dégager du Tchad. Donc on est totalement dégagé de l'Afrique subsaharienne, donc Burkina Faso, Niger. En 2022, si ma mémoire est bonne, on se fait dégager du Gabon et du Togo, voilà, qui rejoignent le Commonwealth. Attendez, ça nous ramène un siècle en arrière. Ben si, quand même. Nos anciens alliés, vrais alliés dans la région, surtout le Gabon, rejoint le Commonwealth. Mais comment on a dû les gaver, les gonfler pour qu'ils arrivent à nous jeter et préférer les Anglais, quand même. Non, mais on a réussi un exploit avec la diplomatie sous Macron. Il nous reste quoi? Il nous reste peut-être la Côte d'Ivoire. Mais bon, le port, il est... Cameroun. Oui, enclavé dans le Sénégal, à mon avis, on ne va pas tenir longtemps. Non. Hein? Ça, c'est La Gambie. Cameroun. Oui, c'est le long du Nigeria. Voilà. Donc, le Cameroun, il est aussi enclavé entre le Nigeria, qui est anglo-saxon, et désormais le Gabon, qui est du même bord. Ça va être très, très compliqué. Et la Côte d'Ivoire, le port d'Abidjan, maintenant, c'est les Chinois. Hein. Ouais. Voilà. Bon, on est extraordinaire. Alors, on a trouvé quand même le moyen d'ouvrir notre bouche sur la Géorgie. Ouais. Il y a une explication. Non, mais... La présidente géorgienne... Mais alors, donc, d'accord, on est d'accord. C'est français. Bien sûr. Elle est, Élève de Brésil. Elle est française, naturalisée ou renaturalisée géorgienne. Bon, moi, j'étais en Géorgie là au mois de juin dernier. Donc, j'ai un petit peu... j'ai assisté aux premières manifestations pro-européennes. Voilà. Ça se passait bien, c'était assez bon enfant. Alors, j'ai eu la chance de discuter un petit peu avec des guides locaux et tout. Bon, il ne faut pas dire que la Russie bénéficie d'une cote d'amour phénoménale. Ils n'ont pas oublié, c'est l'Ossétie du Nord qui s'est fait... voilà. Donc,
ils ne nourrissent pas une affection particulière pour la Russie. N'empêche que l'énergie, le gaz, le pétrole pas cher, pour des Géorgiens qui ne gagnent pas des mille et des cents, ça vient quand même de Russie. Le centre de Tbilissi, et l'ancienne capitale historique, les belles maisons, les beaux appartements, les penthouses, c'est acheté par des oligarques russes et ukrainiens. C'est-à-dire qu'en fait, les plus beaux biens immobiliers, et il y a aussi Batumi sur la mer Noire, quand vous avez des belles baraques et tout, c'est soit un Russe, soit un Ukrainien. Bon. Je dirais que les Géorgiens, ils n'ont pas non plus vraiment envie de se fâcher avec les Russes. Et il y a quand même des Russes qui ont pas mal de billes en Géorgie. Mais les liens économiques entre la Géorgie et la Russie sont tellement stratégiques qu'ils sont en train de construire un tunnel, pas sous le Caucase, mais enfin sous une des grandes vallées qui mènent à la frontière russe. Ils construisent un grand tunnel qui va faire une dizaine de kilomètres pour éviter de passer par un col à 3000 mètres qui est impraticable l'hiver. Il y a une station de ski là-haut, donc l'hiver, il n'y a plus rien qui arrive de Russie. Là, avec ce tunnel, ça va donc permettre de faire circuler des norias de camions 365 jours par an, H24. Voilà. Et la Géorgie, elle n'a pas de frontière commune avec l'Europe, contrairement à la Moldavie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Affiche le bazar. Alors, je ne sais pas, il y en a qui disent que c'est Soros qui finance les manifestants, etc. J'imagine que la CIA doit être quand même dans le coup. Mais la Géorgie est un pays qui se porte pas mal. Il n'y a pas une nécessité aujourd'hui d'échapper aux jougs russes. Comme comme le peuple syrien pouvait aspirer à se débarrasser de Bachar ou le peuple irakien à se débarrasser de Saddam Hussein. Il n'y a pas de vrai problème aujourd'hui en Géorgie. Et pourquoi se fâcherait-il avec les Russes? Nous, on n'arrive même pas à se fâcher avec les Américains qui ont fait péter Nord Stream. Non mais voilà. Alors, je voudrais apporter quelques précisions à propos de la relation entre la Géorgie et la Russie. Bon, d'abord, il y a plus de Géorgiens en Russie que dans le pays. C'est valable aussi pour l'Arménie. D'ailleurs, il y a plus d'Arméniens en Russie qu'en Arménie. Bon, donc évidemment, c'est difficile de se fâcher avec un pays dont la moitié de la population, et même plus, réside dans ce fameux pays. Ensuite, on a parlé de Salomé Zourabichvili, la présidente actuelle, qui était autrefois diplomate, elle était ambassadeur de France à Tbilissi. Salomé, je l'ai interviewée il y a une dizaine d'années, quand elle était ambassadeur, justement, et c'est la cousine de Karadardankos. Voilà. Donc c'est une personnalité qui, c'est pas quelqu'un qu'on a sorti comme ça. Bon, Sarkozy l'a prêté, parce que alors là, il y avait encore un autre personnage qui était encore aussi drôle que n'était Amin Dada ou Mobutu, qui s'appelait Saakashvili. Voilà, donc lui c'était pas mal avec sa cravate et tout ça, c'était quelque chose. D'ailleurs, à cette époque-là, il avait fait baptiser l'autoroute qui mène de l'aéroport au centre-ville de Tbilissi, l'avenue George Bush. Faut le faire, hein. Bon, en matière de vassalité. Bon, donc Salomé passe après un type comme ça. Bon, donc c'est vrai que c'est pas évident. Bon, d'ailleurs le Saakashvili, il s'est retrouvé en Ukraine, il a traficoté avec le fils Biden. Enfin, il s'est retrouvé en prison. Bon, c'est vraiment le sale type. Bon. À propos de ce que vous avez dit tout à l'heure, Philippe, ce qui est tout à fait juste, c'est toutes les belles maisons et tout ça qui appartiennent à des Russes, mais aussi, comme je viens de le dire, à des Géorgiens de nationalité russe. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas géorgiens. Ils sont nés en Russie, ils s'appellent Makanadze ou, je ne vais pas dire Jougashvili, mais genre comme ça, mais ils sont russes. Et la famille est... Voilà. Et donc, voilà, non seulement ça. Et alors, il y a un petit pays européen, cette fois-ci, qui est en train de vivre cette situation, qui est la Finlande.
parce que beaucoup de villas, beaucoup d'hôtels et tout ça en Finlande appartiennent aux Russes. Et avec la fermeture de la frontière, il y a tous ces gens qui venaient pour passer un week-end ou pour dépenser beaucoup d'argent et tout ça, mais ils ne viennent plus. Donc, la Finlande a demandé discrètement à l'impératrice Ursula la possibilité d'ouvrir la frontière pour que les Russes puissent venir passer un week-end, parce que toute l'économie qui dépend de ces gens-là, l'entretien des maisons, etc., ben, c'est fini. Donc la Finlande s'est dit, bon, bah, finalement, oui, on est dans l'OTAN, oui, on est dans l'Union européenne, mais ouais, quoi, on va pas se fâcher avec les Russes. D'ailleurs, à l'époque soviétique, la Finlande faisait partie des pays qui permettaient de faire la jonction entre le monde de l'Est et le monde de l'Ouest. Il y avait la Hongrie et l'Autriche aussi, mais Autriche-Hongrie séparée, attention. Bon, donc, mais la Finlande, c'était aussi l'endroit de passage discret pour pouvoir échanger avec l'URSS. Bon, là, la Finlande commence à souffrir de ces sanctions anti-russes déterminées par Washington, traduites en Europe par l'impératrice Ursula. Et là, il y a de plus en plus de pays, la Pologne aussi, qui va présider l'Union européenne pendant 6 mois à compter du mois de janvier, commence à avoir des soucis parce que l'économie polonaise se trouve fragilisée par, bien sûr, le conflit ukrainien, mais aussi par le fait que beaucoup de marchandises venant de Russie passaient par le territoire. Il y avait même un projet de gazoduc. Enfin, le Nord Stream, ça permettait en même temps de fermer les gazoducs qui passaient par la Pologne. Bon, donc il va y avoir Tusk, le Premier ministre polonais, a commencé à dire, finalement, ça serait peut-être pas mal si on levait un peu les sanctions, parce qu'il y en a qui souffrent. Il n'a pas dit que c'était eux, mais bon, voilà. Donc, je pense que l'année 2025, ça risque d'être assez sportif. Et puis Zorabashvili, élève de Brzezinski, et quand même la Géorgie, ils ont voté la loi sur les agents étrangers, ce qui est le point de départ. Pourquoi ils votent une loi sur les agents étrangers? C'est parce que les ONG doivent déclarer qui finance les ONG. On connaît l'UCED, on connaît etc. Enfin, donc il y a évidemment une opération de changement de juridiction. Qu'est-ce qui leur a pris de passer le même genre de loi qui existe aux États-Unis? Oui, voilà, la loi Farah. Et non, mais en France, c'est-à-dire qu'au moment où la France râlait, on a quand même Barrot qui a fait passer exactement la même loi dans le Parlement français. Et dans le même temps, il disait en Géorgie, c'est scandaleux ce que vous faites. Enfin, le double standard. Le double standard, mais alors là.